bienvenue sur cette scène pour pouvoir parler avec un panel d'experts sur le secteur bioalimentaire. Nous allons aujourd'hui regarder comment on peut accélérer la transition vers un secteur bioalimentaire durable et innovant. On va voir que chacun des mots, en fait, du thème de ce panel sont importants et on va essayer de regarder avec nos panélistes aujourd'hui comment on peut relever les défis du secteur et aussi comment on peut faire assurer un secteur prospère. Alors, avant de vous présenter les panélistes, comme vous l'avez vu dans le petit vidéo, Cyrano, cette année, met en avant, en fait, dans sa problématique et sa thématique annuelle, le secteur bioalimentaire, les grands défis sociétés autour de cette transition qui se veut numérique, écologique, et qui va nous amener à un Québec plus prospère. Donc nous avons la semaine dernière lancé le baromètre Cyrano de la confiance des aliments qui permet en fait d'avoir une bonne idée sur la perception des Québécois autour des grands enjeux du secteur. Vous pouvez aller voir sur notre site notamment les différentes publications qui ont été faites autour de cette thématique, mais aussi au sein du Cyrano, nous avons un grand thème en fait qui est développement durable et agroalimentaire. Nous avons Annie Royer qui est une de nos chercheuses principales pour ce grand thème. Et en fait, on rallie des expertises justement pour aider la prise de décision éclairée et aider en fait à amener des politiques publiques innovantes. Alors, on va parler aujourd'hui, évidemment, de cette transition d'un secteur très important. On parle maintenant d'autonomie alimentaire, de sécurité alimentaire. Il y a des gros enjeux du secteur. Mais ce qui va être important, c'est de voir comment on peut sensibiliser les consommateurs, mais aussi les agriculteurs et les décideurs. Regardez comment on peut évaluer les politiques et les règlements favorables à cette transition durable, politique innovante. On va parler d'innovation, transition numérique. Et ce qui est important et ce qui fait aussi la force de Cyrano, c'est la collaboration entre les acteurs, que ce soit les acteurs du secteur agricole, secteur académique, l'industrie alimentaire, mais aussi le gouvernement et le secteur financier. Alors, il va me faire un grand plaisir maintenant de vous présenter nos panélistes dans l'ordre qu'ils vont parler, en fait, je pense. Alors, Monsieur Martin Caron, qui est producteur laitier à Louisville, mais qui est aussi le président, directeur général de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, depuis 2021, participé à plusieurs CA, dont la Financière agricole du Québec. Madame Annie Royer, qui est professeure titulaire au département d'économie agroalimentaire à l'Université Laval, chercheuse Cyrano, donc chercheur principal de notre grand thème développement durable et agroalimentaire, et qui s'intéresse beaucoup dans ses recherches à la transition numérique du secteur. Nous avons Monsieur Henri-Paul Rousseau, professeur associé à HEC Montréal, fellow invité au Cyrano, président du conseil de Novelia et aussi acériculteur biologique. Et enfin, Monsieur Yves Leclerc, directeur mondial agriculture durable chez McCain Food Limited. Monsieur Leclerc a assuré sa carrière au développement de la culture de pommes de terre. Il dirige actuellement le programme Agriculture durable de l'entreprise, qui promeut le développement et la mise en œuvre de la durabilité dans ce secteur. Alors, merci à tous les quatre de participer à ce panel. Je vais commencer par vous laisser la parole chacun, justement, pour nous parler. On a le secteur agricole, l'académique, des personnes qui travaillent sur cette transition et puis des grands producteurs. Ça va être important pour moi de voir quels sont les défis, les facteurs de succès, mais aussi les facteurs de changement pour pouvoir assurer cette transition. Alors, Monsieur Caron, je commence avec vous. Bien, merci bien, merci d'être présent si grand nombre, que ce soit ici ou côté virtuel. Je vais prendre quelques secondes juste pour présenter l'UPA, puis au niveau du Québec, entre autres, l'UPA, c'est 29 380 entreprises agricoles de différentes tailles, je pourrais expliquer. Entre autres aussi, il faut mentionner, c'est que c'est des gens, des hommes et des femmes qui sont là. C'est plus de 42 000 personnes, producteurs et productrices qui sont là. L'UPA aussi, c'est pas juste au Québec, c'est naturellement au niveau du Canada où on s'implique. Et en plus de ça, on s'implique au niveau de l'UPA-DI, au niveau de développement international. Puis il y a un volet qu'on travaille sur la durabilité, donc c'est un bon terme aujourd'hui. Je vais ramener tout de suite sur le côté durabilité, parce que c'est un enjeu pour nous, le côté durabilité important. Il y a un côté naturellement économique, social et environnement quand on parle du côté de la durabilité. Vous comprenez que nos producteurs sont mobilisés à faire cette transition-là écologique. On
est mobilisé par rapport à différentes actions, entre autres, mais il reste quand même qu'on a un enjeu majeur présentement qu'on vit puis qu'on a fait un sondage dernièrement sur le côté inflation qui est là présentement. C'est que le côté inflation nous amène un petit peu, peut-être, je dirais, sans dire un ralentissement, mais un questionnement parce qu'il reste quand même nos entreprises beaucoup d'endettement au niveau de l'actif. On est passé présentement au niveau agricole de 5 d'investissement il y a 10 ans pour avoir $1 de recette monétaire à 8 d'investissement côté actif. Donc, on est un des secteurs côté impact là-dessus. Mais si on regarde tout ça sur cette durabilité-là, il y a des enjeux. On veut de plus en plus nos entreprises soient vertes, une entreprise verte, super intéressante, mais en même temps, il faut faire attention pour pas être dans le rouge. Donc, il y a un côté économique et technico-économique qui est super important. On a fait face aussi, face aux enjeux, puis je présume que les autres vont en discuter un petit peu. C'est qu'il y a un défi par rapport à les enjeux, les ententes sociétales au niveau des consommateurs et citoyens. On nous demande de plus en plus d'avoir une économie verte, d'avoir des gestes, mais il reste que quand même, avec un sondage que le ministère de l'Agriculture a fait dernièrement, mais 80% des gens, quand ils achètent, quand ils consomment un produit, c'est le prix. Donc, je pense qu'on a de la formation et de l'éducation à faire de ce côté-là, mais il faut aller de l'avant. Naturellement, il faut travailler avec tout cet aspect d'innovation-là qui peut être présente. Puis la première des choses, il y a deux innovations. L'innovation technologique, mais il faut surtout pas manquer aussi l'innovation sociale qui est là. Je vais commencer l'innovation technologique. Je pense que vous avez tous vu au niveau des robots, du côté, entre autres, qu'on peut rajouter des éléments de désherbage, de sarclage au niveau des gens, au niveau des champs. À travers ça, il faut s'assurer, entre autres, qu'on ait un suivi et un accompagnement de cette nouvelle technologie-là, qui est un enjeu majeur face à la pénurie de main-d'œuvre. Je pense que les gens se forment beaucoup, utilisent, entre autres, cette nouvelle technologie-là, mais il faut s'assurer que cette technologie-là soit vraiment soutenue par des fournisseurs qui offrent un service après-vente et un service de formation. Côté innovation sociale, ben, on peut penser à bien des choses, mais une des choses, entre autres, puis Annie, tu vas être sûrement d'accord avec moi, tout le côté des systèmes alimentaires territoriaux, les SAP, qu'on parle de plus en plus, des systèmes qui nous permettent d'être plus performants, plus au niveau des marchés de proximité, qui nous permettent pas juste à l'intérieur du Québec et du territoire, mais d'exporter aussi, de mettre voir un petit peu nos forces, pour avoir cette notion-là de durabilité aussi. C'est intéressant. Puis il y a tout le volet aussi de fiducie foncière sur les activités agricoles, quelque chose à l'UPA qu'on croit et qu'on a mis en place entre autres. Ça, c'est pour aider au niveau des futurs par rapport à la relève agricole. On sait que les actifs des terres agricoles, c'est pas évident au niveau des achats. Donc, ça permet aussi cette innovation-là d'aller des outils qui nous permettent. Un coup que je parle de ça, ben, il y a le côté des besoins. Le côté électrification triphasée, malheureusement ici encore au niveau du Québec, malgré qu'on ait un des endroits au niveau de l'énergie verte et de l'électricité, ben, on n'a pas le triphasé partout dans nos régions. Et l'agriculture, ben, on l'a fait partout, dans chacune des régions des ruralités. Donc, c'est un besoin qui est là. Tout le réseau cellulaire aussi. Cellulaire qui est là, ou le réseau Internet, cette nouvelle technologie-là, ça nous prend de la haute vitesse. On va être performant, on va être productif, on va être rentable là-dessus, mais pour aller chercher ces bases de données-là ou utiliser ces nouvelles technologies-là, ben, c'est dans les besoins qu'on a. Autre élément aussi, c'est numérisation de données. C'est un élément assez essentiel, puis je pense qu'il faut démocratiser cet aspect-là parce que bien souvent, on achète un équipement, une nouvelle technologie, mais les données s'en vont à une entreprise privée. C'est comment qu'on peut mettre ça en contribution. Puis ça, j'ai un message quand même que je lance depuis plus d'1 an, c'est que avec l'État aussi, il faut être capable de faire le lien là-dedans. Hein. C'est-à-dire, quels sont les indicateurs ou les données qui peuvent être accessibles face à l'État, face à nous, les entreprises, pour avoir un tableau de bord, pour avoir, excusez-moi l'expression de benchmark, là, mais pour être capable de se comparer en tant qu'entreprise et de voir notre performance au niveau environnemental. Mais présentement, c'est pas le cas. Présentement, on nous demande d'envoyer d'autres données
qui nous sert pas, nous, au niveau des entreprises agricoles face à l'État, c'est qu'il faut collectivement amener cette intelligence-là. Cette intelligence-là, ouais, on peut dire artificielle ou numérisée, mais il faut être capable d'avoir ce concept-là de travail ensemble. Et pour terminer, je vous dis, c'est que c'est sûr que beaucoup de choses à faire, beaucoup d'éléments à développer, mais n'oublions pas qu'à travers tout ça, c'est des hommes et des femmes, c'est le côté humain qui gère ça sur nos entreprises agricoles. Et ça, il faut en être conscient. Merci beaucoup, Monsieur Caron, pour cette introduction. On voit bien tous les défis, évidemment, de ce secteur. Vous parliez à la fois, il faut le changement technologique, mais il faut les besoins. Il y a des coûts, en fait, associés à ça, même si on veut, évidemment, aller vers cette transition. Donc, je vais me tourner vers Annie, en fait, justement, qui est notre économiste sur le panel, qui travaille, justement, sur ces enjeux et puis ces défis, à la fois d'une transition qui est souhaitée. On le voit, il y a une conscientisation de nos agriculteurs, en tout cas des membres du secteur. Mais à la fois, il y a des enjeux au niveau des coûts, mais aussi des données, je crois. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup. Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, je vais vous emmener sur le terrain d'enjeux qui m'apparaissent très importants dans cette transition numérique là, en agriculture. Mais juste avant de vous parler de ces enjeux-là, puis il y en a plusieurs, là, j'en ai choisi, je veux juste vous parler un peu du secteur agricole comme tel. C'est peut-être pas tout le monde qui est familier avec ce secteur-là. Quelques caractéristiques qui vont vous permettre de mieux saisir les enjeux, justement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur agricole, c'est un secteur où il y a des milliers et des milliers d'entreprises. Là, M. Caron le disait. C'est des très petites entreprises, des TPE, qui évoluent dans des secteurs agricoles différents, donc production animale, végétale, en serre, en champ, qui mobilisent donc des technologies différentes et qui les utilisent à des degrés très divers également. Des fermes très techno, d'autres qui le sont beaucoup moins. Ce sont aussi des fermes qui sont dispersées sur le territoire. Ça amène une certaine complexité dans le transfert technologique, mais aussi dans le partage des données. Donc ça, c'est une première caractéristique. Deuxième caractéristique, plusieurs fermes ont une rentabilité assez faible. Donc, quand on parle d'investir dans des robots, dans de l'automatisation, dans de l'IA, là, il y a une certaine contrainte au niveau de l'investissement. Puis, un autre élément, rapidement, les valeurs qui sont dans le secteur. Je pense que c'est important de savoir que pour certains producteurs, les technologies numériques peuvent s'interposer entre eux et leurs animaux, leurs champs, leurs expertises, leurs métiers. C'est pas tous les producteurs, certains. Donc, ça peut créer une certaine résistance parfois. C'est ce qu'on appelle dans le jargon académique là, une institution informelle importante à prendre en compte, comprendre cette transition-là. Donc, j'en viens à mes enjeux. La transition numérique, c'est beaucoup de changements de paradigme pour le secteur agricole. L'organisation du travail, le rôle du producteur, du travailleur agricole, de l'agronome va changer dans les prochaines années. On va devoir créer des canaux de communication entre sciences des données et agronomie, chose que ces deux disciplines-là se parlaient pas trop avant. Autre changement de paradigme, l'origine de la création de la valeur. En agriculture, ça a toujours été le produit agricole, sa transformation, sa commercialisation. Maintenant, il faut ajouter la donnée dans l'équation et il faut en être conscient, il faut que les producteurs en soient conscients. Troisième changement de paradigme, c'est un changement de logique de comment penser l'activité agricole pour le producteur. Il a toujours pensé l'activité agricole, en tout cas depuis plusieurs décennies, en termes d'équipement, en termes de machinerie. Maintenant, il faut penser en termes de données. De quelles données ai-je besoin et de quel outil, finalement, ai-je besoin pour améliorer ma rentabilité, ma productivité, avoir une meilleure prévisibilité, un meilleur tableau de bord. Deuxième enjeu, c'est le numérique sur le plancher des vaches. Le numérique à la ferme comme tel, ce qu'on appelle dans le jargon de l'innovation, l'articulation de la demande, notamment au niveau de la rentabilité. Monsieur Caron en a parlé un peu, là, mais il y a beaucoup d'incertitudes liées à la rentabilité des technologies agricoles. Pour un producteur agricole, c'est très difficile d'investir quand il y a cette incertitude-là. Donc, ça crée un sous-investissement. En fait, la rentabilité, c'est la contrainte numéro 1 perçue par les producteurs agricoles. C'est un sondage qu'on avait fait auprès des producteurs là, dans un projet Cyrano en 2020. Il y a aussi tout le développement de la littératie numérique pour les producteurs. On leur demande pas d'être des informaticiens ni des chercheurs en sciences des données, mais quand même un minimum pour savoir connaître les logiques de fonctionnement des données à la ferme, des dynamiques, puis des enjeux plus globaux également. Donc, beaucoup d'efforts de formation, d'accompagnement dans les prochaines années. C'est un défi majeur. Troisième enjeu, gouvernance et éthique des données. Tout le monde sait qu'on va aller chercher le plein potentiel des données si on les partage. Dans le secteur agricole,
Il y a aussi la question d'une saine concurrence. Donc, les fournisseurs de technologies qui démarrent ont besoin de données pour développer leur technologie. C'est important qu'ils aient accès aux données. On parlait de benchmarking tout à l'heure. Donc, ce partage des données, il est important, mais on n'a pas encore établi de règles de jeu commun pour le partage de ces données. Quand on parle de confidentialité, de transparence, de sécurité des données, de consentement, il faut établir des normes, des règles communes pour faciliter ce partage-là, garder la confiance des producteurs et aussi s'assurer d'un partage équitable. Et dernier enjeu, je parle de directionality, de directionnalité, donc d'avoir une vision claire et commune de la direction du changement. On est face à une transition très complexe. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Pourquoi? Comment investir? Quel écosystème d'accompagnement, de développement on doit mettre en place? Par où on commence? Quels sont les enjeux futurs? Est-ce qu'il y a des angles morts, en fait, qu'on ne voit pas? Il faut penser 2-3 coups à l'avance. Pour les producteurs, pour notre agriculture, pour l'autonomie alimentaire, qu'est-ce que ça va créer comme risque éventuellement dans quelques décennies? Il faut se poser ces questions-là. Ça peut paraître un peu philosophique pour le moment, mais c'est non négociable d'y répondre rapidement. Pourquoi? Parce que le secteur agricole et alimentaire, ce sont des secteurs extrêmement stratégiques pour les êtres humains et pour les sociétés en général. Merci beaucoup, Annie, de nous amener sur le secteur des défis de cette transition numérique. Donc là, on voit les enjeux de données. Maintenant, on va aller regarder avec Monsieur Leclerc du côté de la durabilité, la soutenabilité de ce secteur aussi. Là, on parle beaucoup d'agriculture de précision, on parle de sobriété, on parle d'éléments de régénération. Donc, comment vous voyez cette transition, vous, de votre côté? OK. Pour nous, en fait, chez McCain, c'est un besoin. On se rend compte avec les changements climatiques que les conditions de production changent énormément. Quand j'ai commencé ma carrière, moi, avec McCain, il y a 25 ans, des problèmes de production dans un endroit à travers le monde, en fait, se présentaient une fois par année, peut-être. De plus en plus, ce qu'on voit, c'est que dans une année, on a plusieurs problématiques qui sont liées au changement climatique dans plusieurs endroits. Donc, on doit vraiment, nous, pour pouvoir garder notre investissement, de travailler localement avec les producteurs. Bien qu'on ait une grande compagnie internationale, en fait, on travaille avec très peu de producteurs à travers le monde. On travaille environ avec 3500 producteurs. Donc, on a tendance à travailler de façon très, très près des producteurs. Donc, nos engagements au niveau de la transformation de notre agriculture se fait à travers, entre autres, notre habilité de décroître les gaz à effet de serre comme tel. On sait qu'on doit réduire notre production de gaz à effet de serre. C'est une question non seulement environnementale, mais aussi économique. On sait bien sûr que quand on produit des gaz à effet de serre, en fait, c'est des intrants qu'on utilise, c'est des coûts. On se rend compte aussi que dans plusieurs endroits à travers le monde, la question de l'eau est de plus en plus importante. Donc, on travaille beaucoup à améliorer la production, la production, mais surtout l'utilisation de l'eau avec l'irrigation pour optimiser le processus. Puis aussi, ce qu'on s'est rendu compte dans notre système de production, c'est que le système actuel, en fait, a des limites, entre autres. Donc, depuis 2 ans, en fait, on a vraiment lancé un programme de ce qu'on appelle l'agriculture régénérative. C'est vraiment travailler, en fait, à améliorer nos sols pour pouvoir à la fois s'adapter au changement climatique, mais aussi développer une nouvelle méthode de production comme telle. Donc, pour nous, cet aspect-là, de travailler sur les concepts, en fait, de soutenabilité, c'est vraiment, vraiment important. Notre programme, notre règle générale, comme j'ai commencé à le dire, s'articule au niveau de la réduction des émissions d'effet de serre, de la réduction aussi, on doit parler aussi du risque des pesticides et tout l'aspect aussi écologique et aussi de biodiversité. Donc, ce qu'on fait chez McCain, c'est qu'on travaille directement avec le producteur. Il y a beaucoup de données qu'on prend pour pouvoir avoir un assessment, en fait, de notre système de production. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille beaucoup au niveau avec le producteur pour trouver des solutions, en fait. Puis dernièrement, on a annoncé l'introduction de ce qu'on appelle des fermes du futur. Donc, c'est des fermes qui sont gérées par McCain, où vraiment ce qu'on fait, c'est qu'on développe des nouvelles technologies
à la fois de production, de pratique, mais aussi de technologie. Donc, c'est vraiment important pour nous de pouvoir mélanger les deux, à la fois d'avoir des éléments très, très pratiques, mais aussi pouvoir développer la science en même temps pour pouvoir comprendre les bénéfices et les impacts de ce que nous faisons. Donc, sur les fermes du futur, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les universités, puis aussi des groupes de recherche en parallèle pour pouvoir vraiment non seulement développer les nouvelles technologies, mais aussi comprendre leur impact que ça a au niveau sur la qualité des sols, mais aussi beaucoup au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il est possible pour nous de pouvoir réduire nos gaz à effet de serre en changeant les pratiques culturelles, en faisant moins de travail du sol, en utilisant de plus en plus des plans de couverture et aussi de développer des nouvelles techniques, entre autres une qu'on travaille présentement, c'est ce qui s'appelle le control traffic. Donc vraiment avoir un système en utilisant toute la question de GPS, de pouvoir avoir chaque machine agricole qui se déplace toujours dans le sol sur les mêmes endroits. Donc vraiment utiliser tout l'aspect, le GPS, pour pouvoir contrôler de façon que les machineries se déplacent sur le sol, pour pouvoir éviter des problématiques de compaction, entre autres, qui, en fait, nous demandent ensuite de devoir faire de la décompaction et du labour. Donc, vraiment, ce qu'on essaie de faire dans nos programmes, c'est de travailler avec le professeur directement pour avoir des changements, mais aussi développer la science en même temps et les technologies qui sont reliées à cet avancement de nos connaissances et aussi de notre durabilité au niveau de la production. Merci beaucoup pour ces exemples et ça rejoint un peu ce que disait Annie. On commence à voir les ponts entre la science des données, l'agriculture, la durabilité. Henri-Paul? Bien, moi, mon histoire, c'est que je suis un amateur de homards. Et lors de mon anniversaire, je fais toujours un gros party de homards. Il y a une année, il y a une quinzaine d'années, j'ai fait mon party, puis le lendemain, j'ai ramassé par terre des petites affaires bleues en métal. Il y avait www, blablabla, les îles de la Madeleine. Fait que je m'en vais sur mon ordinateur, puis je vois un pêcheur, une bulle, et le pêcheur dit « J'ai pêché votre homard hier à la tabarouette. » J'ai dit « Fantastique. » Alors, comme j'étais dans ma cabane à sucre, puis j'ai fait le party à la cabane à sucre, j'ai dit « Ben ça, c'est fabuleux, une expérience client. » Puis ensuite, la traçabilité, et tout ça. Alors, j'ai tiré sur la corde pour savoir qui avait fait ça. Et je me suis dit, si on faisait ça pour le sirop d'érable, ma cabane au Canada, même le monsieur en Chine, la madame ailleurs dans le monde, va dire c'est là. Donc, de fil en aiguille, je me suis ramassé investisseur dans une petite société qui s'appelle maintenant Nouvelia. Et donc, ce matin, je vous parle plutôt comme participant à une entreprise petite qui est dans la numérisation du secteur bioalimentaire, comme président du conseil, mais aussi comme acériculteur. Et je vais vous donner la perspective du plancher des vaches ou de la forêt. On a traversé un désert comme entreprise. Non seulement on a été frappé par la COVID, imaginez-vous qu'on a fusionné 2 entreprises la veille de la COVID, fait que ça a été tough. Mais on a découvert, en faisant beaucoup de focus group, en faisant beaucoup d'interactions avec les fermiers, les regroupements de fermiers, on a fait un apprentissage non pas technologique, mais beaucoup des choses que Annie et M. Caron ont dit, ce que vous avez dit. C'est qu'en fait, la numérisation du secteur bioalimentaire passe par une obligation, le respect, comment ça marche. Et je vais vous surprendre peut-être, mais pour numériser, il faut d'abord parler aux femmes. Parce que dans toutes les entreprises agricoles, en général, c'est les femmes qui tiennent les livres, qui ont le iPad, ou très souvent, ils ont juste un cartable. Donc, ce qui m'a frappé depuis dizaines d'années, c'est que même si les bénéfices que vous avez tous énumérés, qu'on connaît de la numérisation, et l'obligation de numériser si on veut avoir la durabilité, c'est essentiel. On doit mesurer, M. Caron parlait des données, on doit mesurer qu'est-ce qu'on fait, l'empreinte écologique, l'empreinte climatique de chaque ferme. Et c'est la base pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Et ça, c'est essentiel. Donc, autant il y a des avantages du point de vue écologique, du point de vue économique, c'est démontré. On voit beaucoup de trucs dans l'agriculture de précision. On est envahi de tracteurs et de robots intelligents. Mais il y a un gros problème. La ferme demeure essentiellement dans un monde manuel avec du papier, des crayons, puis des effaces. Alors, nous autres, on veut gagner notre vie à vendre la numérisation, donc on s'est prêté à l'exercice comment ça marche. On a découvert le rôle essentiel des femmes dans l'entreprise. On a découvert aussi que chaque entreprise, Annie en a parlé, c'est une mosaïque de technologies. Donc, le premier problème, c'est essentiellement la connectivité.
C'est-à-dire avoir accès non seulement au réseau, mais avoir accès au fait que l'environnement technologique, que ce soit des équipements de précision, que ce soit le serveur qu'ils ont, l'ordinateur qu'ils ont, ou les logiciels de comptabilité qu'ils peuvent avoir, c'est une mosaïque. C'est extraordinaire la différence. Donc, au départ, on a eu le gros problème. Comment on fait, nous, avec nos logiciels de traçabilité, c'est ce qu'on offre, pour se connecter à tout ça. Donc, on a inventé des connecteurs. Le deuxième problème qu'on a frappé, ce sont des problèmes associés à ce qu'on appelle la gestion efficace des données. C'est-à-dire qu'au niveau de la ferme ou de l'entreprise de transformation agroalimentaire, là aussi, on doit être capable de faire en sorte qu'il y a une base de données distribuée qui peut être sous le contrôle et on va assurer la souveraineté des données. On va pas tout de suite sur le cloud. On va faire en sorte qu'on soit plutôt ce qu'on appelle du edge computing, c'est-à-dire qu'on reste là pour que l'entreprise ait le contrôle de ses données. L'autre affaire, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'il y a toute la machinerie qui produit les données. Il y a un écran, il y a souvent un iPad ou un fusil ou quelque chose qui fait marcher, mais les données qui sont là, qui s'en vont chez John Deere ou ailleurs, mais comment on fait pour faire que ces données-là rentrent au service de la ferme, tout comme les données qui vont au gouvernement. Donc ça, c'est la notion de trouver l'interopérabilité. L'autre affaire, c'est que quand on arrive avec nos logiciels de traçabilité, c'est de connecter tout ça ensemble. Ça fait une exécution de projet très complexe. Mm-hmm. Le fermier, l'entreprise, même si elle est moyenne, c'est trop gros. C'est décourageant. Ça va coûter très cher. Donc, la première chose qu'on a comme réaction, trop complexe, trop coûteux, vous reviendrez plus tard, essentiellement. On a connu ça pendant 2-3 ans. La marche dans le désert. On a décidé de prendre le truc différemment et on a identifié que, dans le fond, les gouvernements avaient compris ce problème-là à leur façon. Et il y a une kyrielle de programmes gouvernementaux pour aider la PME. Mais la PME, la petite, moyenne entreprise agroalimentaire, c'est une entreprise. Et il y a très, très peu de ces gens-là qui participent à ces programmes-là. On pense aux manufacturiers. Alors, on a travaillé ce programme-là, on a voulu le comprendre, et il y a un énorme programme qui est 4 milliards de dollars à faire par le gouvernement fédéral dans le budget 2021, qui est au service de toutes les entreprises canadiennes, qui permet à l'entreprise d'emprunter sans intérêt 100 000 de la BDC si il se qualifie, puis en général, il va se qualifier. Et ce programme-là, par contre, il y a le défaut des autres. C'est qu'on se rend compte que beaucoup de ces programmes-là finissent par être très peu utilisés. Parce que l'entreprise qui est trop petite, d'abord, connaître le programme, c'est déjà beaucoup. Mettre en place les fameuses données qu'ils ont besoin pour répondre à la formule, c'est énorme. Gérer, coordonner tous les fournisseurs que ça va prendre, c'est impossible. Ils n'ont pas le temps de faire ça, sauf même ils ne savent pas. Si bien qu'ils ont besoin d'être accompagnés, et ça, c'est pas couvert par le programme. Il y a un accompagnement professionnel pour des trucs, mais comment on fait pour coordonner? Alors, si vous êtes une entreprise moyenne en manufacturier, vous avez des services de contrôle, vous avez du support technique, vous avez des comptables, vous avez des techniciens en informatique, ils peuvent coordonner ce travail-là. Mais le fermier, avec son épouse et souvent ses enfants, il ne peut pas faire ça. Donc, nous, ce qu'on a fait sur Nouvelia, on a viré ça à l'envers. On a innové, pas dans notre technologie, dans la façon d'approcher le fermier. Donc, on a commencé par les pommes de terre, qui est bien connu de mon ami M. Leclerc, et là, on a dit, il faut connaître comment ça marche. Donc, dans les pommes de terre, c'est pas les pommes de terre. Il y a celui qui fait des semences. Première découverte. Alors, lui, il a une problématique très différente de celui qui fait de la production en vrac. Celui qui fait en vrac, il y en a dans ceux qui font faire la transformation. Il y en a qui font du vrac vers la livraison. Donc, on a découvert que la pomme de terre, c'est pas la pomme de terre, c'est toute une kyrielle de modèles d'affaires. Et chacun d'eux a des systèmes comptables différents. Donc, on a commencé à faire des forfaits pour dire comment on approche. Le résultat, ça fait 1 an et demi qu'on est dans cette approche-là et on n'approche pas le fermier ou l'entreprise seul. On a regroupé autour de nous essentiellement 4 catégories d'expertise. Donc, on ne fait pas une offre à nous. On dit, vous allez avoir besoin quelqu'un va vous accompagner pour ramasser vos données et juste faire la formule de demande d'aide ou de demande de financement à la banque ou à la ferme ou à Agricole Canada ou Québec. Bon. Et ça, ils aiment ça parce que c'est trop de travail pour eux. Les autres, ils ont des données pour le comptable, puis ils ont des données pour la qualité des produits. Mais les données pour numériser, c'est pas organisé de la même façon. C'est un casse-tête pour eux autres. Donc, on arrive avec ça. Deuxièmement, l'équipement qu'ils ont, on va pas le mettre à la poubelle. Ils ont payé, ils ont un ordinateur, ils ont un serveur, ils ont des fournisseurs. Donc, il faut se connecter avec ça. Fait qu'on a développé une expertise pour connecter avec eux, plutôt que les autres sont obligés de faire l'effort.
Et enfin, ils vont avoir besoin peut-être d'équipements additionnels. Donc, on a trouvé des fournisseurs qui s'adaptent au secteur. Et un coup qu'on a tout fait ça, on a besoin aussi d'être capable de faire en sorte que tout ce monde-là travaille ensemble. Donc, on n'arrive pas chez le fermier ou chez l'entreprise en disant « voici notre solution ». On arrive avec une approche, on dit, bon, on a des gens qui peuvent vous aider du côté des formules et du financement, des gens de l'équipement, des gens des logiciels. Et on peut pas tout faire dans la vie. Alors nous, on n'est pas dans l'agri, on est dans l'agro. Donc quand les pommes de terre, les carottes, les navets sortent du champ puis s'en vont vers le distributeur, c'est là qu'on capte l'eau et c'est là qu'on fait la numérisation. Mais il y a des gens qui font l'agri, donc la culture, la semence, la récolte. Donc on s'est connecté avec eux. On s'aperçoit que ça colle. Ça colle parce que ça permet aux fermiers de dire, OK, là, j'embarque. Il reste le grand défi de la rentabilité du financement. Et c'est là que quand on a mis tous ensemble, l'économique de l'investissement change. Et comme ils doivent se faire financer par un banquier ou une Agricole Canada au Québec, bien là, on a une démonstration, puis on a un défi. Parce qu'il faut que tous les fournisseurs s'ajustent sur le projet pour que ça soit économiquement rentable. Et je vous dirais que j'en parle comme ça parce que je souhaite que toutes les entreprises fonctionnent comme ça, qu'on ait une offre intégrée à la ferme, plutôt qu'arriver comme si on parlait à General Motors. Non, c'est pas vrai, ça ne marchera pas. Et je suis convaincu que cette résistance-là qu'on connaît peut être très bien articulée, très bien gérée, à condition qu'on écoute. Et on l'a fait pour les pommes de terre, là, on est rendu dans les oignons, puis on s'en va petit à petit. On faisait ça, les entreprises faisaient ça depuis 30 ans, mais uniquement dans les moyens. Là, ce qu'il faut, c'est que, M. Caron l'a dit, Annie aussi, les fermes, ce sont des petites entreprises. Donc, il faut être capable d'ajuster à ça. J'en parle avec conviction parce que pour la transition de la durabilité, une société plus durable, l'alimentation, c'est clé. Et ensuite, le transport. Mais si on ne réussit pas à faire l'alimentation, ça va être très difficile. Sans parler que d'un coup qu'on a fait ça. Là, on peut parler du contrôle de qualité, de la gestion de la chaîne de froid, des approvisionnements, la gestion des coûts. Et l'autre affaire qu'on découvre, c'est que les fameuses formules là, que le gouvernement vous demande, ben ils sortent de l'ordinateur. Alors, la madame qui faisait ça à Mitaine, là, elle aime bien ça. Voilà. Bien, merci beaucoup pour ces éléments, mais je vais revenir tout de suite vers Monsieur Caron, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diversité de votre secteur. On a parlé du végétal, on parle de l'animal. On voit que pour aller vers du durable, il faut une numérisation, il y a des critères. Puis Henri-Paul vient vraiment de nous faire une synthèse sur les défis. Là, on va aller en mode solution. Comment on peut les accompagner? Annie parlait de littératie, de sensibilisation. Aujourd'hui, là, ils ont la tête dans le tracteur, on va dire, et c'est vraiment pas évident. Même si on est tous pour la vertu, on sait vers où on veut aller, le chemin est quand même long. Donc, qu'est-ce que vous voyez en termes de priorisation? Comment on pourrait aider et accompagner encore mieux ces agriculteurs? En termes de priorisation, puis je vais faire le lien un petit peu avec tous les commentaires qui ont été là. Il y a différentes formules. Puis une des formules, puis ça rejoint un peu M. Rousseau, il y a les laboratoires vivants. On a mis en place des équipes de laboratoires vivants. Le concept, c'est bien simple, c'est le producteur est là et l'ensemble des conseillers, des fournisseurs sont autour de la table et on se fait un plan de match ensemble. Puis la recherche est là, il y a un côté innovation qui est là. Et cette formule-là est vraiment gagnante parce qu'on va chercher une pérennité de nos entreprises agricoles, puis une pérennité aussi de nos engagements qu'on a à faire face. Parce qu'il y a des enjeux que moi, je peux gérer sur mon entreprise agricole. Il faut avoir des bases de données. Après ça, il y a au niveau de la transformation, il y a tout le côté recherche et innovation aussi. Il faut qu'il soit mis à contribution. Un des éléments, c'est vraiment d'y aller avec une approche de laboratoire vivant où ce qu'on fait atterrir nos projets. Et naturellement, il faut que l'État soit présent. Je le rementionne, on n'a plus les moyens avec la pénurie de main-d'œuvre de faire des actions de part et d'autre. Il y a aussi du côté numérisation, puis c'est un des éléments quand même intéressants, c'est on parle de la comptabilité, de la rentrée des données. On est rendu avec des outils qui vont être capables de numériser ces données-là. Pour vous expliquer, j'ai une facture de fournisseur, je la scanne, c'est numérisé, ça rentre tout de suite dans ma boîte au niveau de comptabilité. Je suis pas obligé de faire ça à la main. Là. Et il y a bien des données présentement qu'on veut que ça soit numérisé, parce que j'ai différents fournisseurs qui ont besoin de ça. C'est que ça, il y a des éléments de recherche et d'innovation qui sont là.
Mais il faut avoir, entre autres, le même plan de match par rapport à ça, si on va arriver au bout de ça. C'est sûr que ça va prendre un soutien financier et il faut mettre dans le coup nos citoyens et citoyennes, parce que c'est pas rien, là. On parle du garde-manger de nos citoyens et citoyennes, là. Ça, je pense qu'eux aussi ont droit au chapitre par rapport à ça, puis par rapport aux demandes qui sont faites là. Mais il y a quand même des points très positifs que je vois présentement. Premièrement, juste la production bio. Ici au Québec, on est les leaders face au Canada. 10% de nos entreprises sur le territoire, ben, c'est des entreprises bio. Il y a de l'évolution qui se fait là-dedans. C'est que ça aussi, là, il y a des choses qui sont là. La gestion de l'eau, M. Leclerc, je pense qu'il va falloir être capable aussi de prioriser ces ressources-là. Puis nourrir le monde, c'est quand même pas rien, là. C'est un gros défi, mais je pense qu'on est capable de le relever, tout le monde ensemble. Donc la numérisation est un élément incontournable aujourd'hui, mais vous l'avez dit, donc là vous le faites avec vos factures, avec vos fournisseurs, vous commencez à numériser votre activité, mais il y a plein d'autres capteurs ou d'autres technologies, hein, vous l'avez dit, on parle d'agriculture de précision. Annie, comment on fait parce que il y a une partie littératie, tu l'as dit, en fait, des données, enfin il y a la littératie au niveau de la transformation numérique, mais au niveau des données, puis il y a les enjeux, on a peur, on ne sait pas, tu sais, comment on peut s'assurer de former à la fois les nouvelles générations qui vont venir travailler dans les fermes, où on peut les aider, nous, au niveau de l'université, mais les agriculteurs qui sont déjà, tu sais, qui travaillent, comment on rehausse leurs compétences, est-ce qu'il y a ce besoin-là où ils peuvent être accompagnés et être aidés facilement? Monsieur Caron a parlé des Living Labs, les laboratoires vivants. Donc ça, je trouve que c'est une solution qui est extrêmement intéressante. Monsieur Rousseau faisait aussi référence là, à certaines initiatives. Mais ça va passer, d'une part, il faut faciliter les données à la ferme doivent être capables de se parler entre elles sans que l'agriculteur intervienne trop. Donc déjà, il y a un niveau technologique où il faut faciliter ce premier travail-là. Mais bon, c'est pas suffisant. Les producteurs qui arrivent, les jeunes générations, ils ont pataugé un peu plus avec les technologies. Ils ont été formés aussi. Il y a déjà des choses qui sont faites au niveau de la formation. C'est l'accompagnement peut-être de ceux qui sont déjà en place depuis plusieurs années, où là, ça constitue quand même un défi. Mais le secteur agricole, c'est un secteur où il y a beaucoup de groupes de conseils qui peuvent accompagner les producteurs à ce niveau-là. Mais encore faut-il que ces accompagnateurs-là aussi sachent comment. Parce qu'on est vraiment dans une révolution industrielle. On est à l'aube là, de gros changements. Donc, c'est tout un défi. Le système d'éducation universitaire est en train de changer en ce moment. Mais ça va se faire avec du temps. Il faut prendre du temps aussi, là. Mais la technologie, elle va vite, là. En fait, on le voit, les fermes du futur, ça a l'air que c'est plus de la science-fiction. Henri-Paul, veux-tu réagir? Sur la question de la littératie et tout ça, trois choses que moi j'observe. Annie en a parlé. Il y a une nouvelle génération d'agriculteurs. Ils sont les fils de leurs parents. Et quand ils trouvent le moyen d'acheter, ça c'est un grand défi. C'est ça, c'est un enjeu actuellement. On n'a pas parlé, mais c'est un gros défi. Comment le capital peut être amené à faire en sorte que... Parce que le fermier, il fait pas beaucoup d'argent. Il fait lorsqu'il vend son quota ou sa ferme. Mais s'il avance ses enfants, ben là, il n'y a plus d'héritage, il n'y a plus de pension. C'est très compliqué, ça. Ça prendrait un gros colloque, M. Caron, là-dessus. Mais il y a un intérêt marqué. Moi, je le vois beaucoup. On frappe de plus en plus d'entreprises. Ils sont instruits, comme dit Annie, ils ont fait un bac en génie, ils ont fait un bac en affaires ou whatever. Mais ils sont, non, pas nécessairement en agronomie, mais ils s'intéressent à l'agriculture. Deuxièmement, on a un courant très important de capitalistes québécois qui s'intéressent à l'agriculture. Et ça, c'est nouveau. Okay? Pour faire de la place à eux autres. On a besoin de ce capital-là. Parce que tout le secteur agritech, il est risqué et il a besoin de capital. Comment on va faire pour que ce capital-là trouve le chemin? Il faut que ça soit réglé aussi. Et ce capital-là est essentiel parce que les fermes puissent se regrouper. Moi, j'assiste à beaucoup de regroupements de fermes. Et nous, ça nous prend, on arrive à des endroits où, dans le domaine des maraîchers surtout, c'est des familles, ils ont acheté le voisin, finalement, ils viennent avec un regroupement. On le voit aussi dans la viande, on le voit aussi dans les céréales. Donc, il se décide un nouveau modèle de propriété, qui n'est pas uniquement, M. Caron, les coopératives, tout le monde est membre de l'UPA, mais à l'intérieur, il y a du capitalisme agricole qui se développe. C'est un peu nouveau au Québec, c'est vrai ailleurs dans le monde, mais ici, ça arrive. La troisième chose que je veux dire, c'est que l'agriculture n'est plus perçue
comme un métier traditionnel, mais c'est de plus en plus perçu comme un métier de l'avenir. À la fois pour ceux qui sont très grano-éco, à la fois pour ceux qui veulent faire du fric. Exact. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande révolution au niveau de la nourriture, au niveau des habitudes alimentaires, et on ne pourra pas empêcher ça, et c'est là. Donc, il y a cette révolution technologique est accompagnée de modèles d'affaires de nouveaux venus. Et M. Caron, il parle de changement. Il va faire face à tous ces changements-là à l'intérieur de son mandat, je suis certain, parce qu'on le voit. C'est une véritable révolution des modèles d'affaires, des jeunes qui rentrent. Et moi, je trouve ça fantastique. C'est un renouveau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, puis on le voit avec l'exemple de M. Leclerc, c'est l'intégration. C'est-à-dire, on a des transformateurs qui aident les producteurs. Moi, on a, dans le cadre de projet Cyrano, on a rencontré l'entreprise Fruits d'Or. Ben, eux, ils ont un petit peu le même modèle que vous pour la canneberge. Ils travaillent avec leurs producteurs de canneberge, ils leur fournissent des outils, ils les accompagnent. Alors, évidemment, il y a des éléments au niveau de la donnée après qu'ils peuvent partager ou pas. Mais ça va être intéressant de voir, donc, ce modèle d'intégration. Tu sais, là, on parle d'accompagnement, on a besoin d'aide. Vous êtes dans la chaîne, vous êtes un petit peu après dans la transformation de la pomme de terre, mais clairement, vous avez besoin de la pomme de terre de qualité. Dans vos GES, vous devez parler justement de ce qui rentre, de vos intrants, donc j'imagine que l'incitatif est fort. Oui. Donc, le grand défi qu'on a, nous aussi, c'est qu'on opère dans plusieurs géographies. On opère ici en Amérique du Nord, où on a des fermes de 100 000 acres, mais on opère aussi en Inde, où on a des producteurs qui ont 2-3 acres. Donc, l'approche qu'on a, puis j'en ai parlé un petit peu au début, c'est qu'on travaille beaucoup de près avec le producteur pour pouvoir le rejoindre là où il est. Parce que quand on parle de numérisation des données, quand on parle de transfert de données, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il faut s'assurer que les données soient accurate, comme on dit en anglais. Nous, ça fait quoi? Ça fait peut-être 10 ans maintenant qu'on fait des analyses de greenhouse gas emissions, d'émissions de gaz à effet de serre. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que un petit changement sur une mauvaise donnée d'entrée a un gros impact, en fait, sur le résultat. Donc, de plus en plus, ce qu'on essaie de travailler, nous, avec la firme de futur, c'est comment digitaliser la prise de données immédiatement pour essayer d'enlever l'aspect humain dans le captage de données, mais c'est pas possible partout. Donc, en Inde, ce qu'on travaille beaucoup, c'est avoir des supports techniques et aussi professionnels avec les producteurs pour s'assurer de l'intégrité, en fait, des données. Parce que si on veut comprendre et pouvoir évoluer par rapport à ce qu'on fait, les données doivent être précises, elles doivent être intègres aussi. Donc, c'est tout l'aspect de comment que tu dois t'adapter, en fait, aux différentes régions. Puis chaque région est très, très différente. Dans certains pays, c'est plus difficile d'avoir des données et plus de restrictions, entre autres en Europe, entre autres sur le partage des données. C'est plus difficile un petit peu. Ici, en Amérique du Nord, c'est plus facile. On peut directement avoir un contrat avec le producteur pour s'assurer que dans le contrat, on peut avoir les données. Mais c'est pas le cas partout. Donc, toute la question de la digitalisation doit se faire dans le contexte, je dirais, contexte social, économique et aussi politique dans lequel on s'inscrit. Donc, c'est important de pouvoir naviguer dans ces différents éléments-là. On voit toute la complexité à travers vos différentes interventions de ce système. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est plus un secteur, comme tu l'as dit, traditionnel. On est dans un secteur d'avenir. On l'a vu, nous, avec le baromètre Cyrano qu'on vient de publier. Tu sais, c'est un secteur essentiel. Les Québécois le voient. Les producteurs sont au cœur de ça. Mais c'est vraiment la perception qu'on a, évidemment, du secteur. Et ce que je trouve intéressant, puis il nous reste que 4 minutes. Alors, on va vous donner 1 minute chacun pour conclure. Mais le point important, c'est comment, justement, ce secteur est d'avenir. On veut attirer l'attraction des talents. Il y a une responsabilisasyon au niveau des GES, au niveau de la durabilité. C'est la technologie qui va nous amener, mais on a encore des défis. C'est peut-être le gouvernement, il va falloir les sensibiliser aussi, qu'il y a un enjeu d'accompagnement. Mais c'est quoi le mot de la fin que vous pourriez donner? Moi, je dirais qu'on nous demande d'être productifs et efficaces. C'est qu'on va demander ça aussi à l'État, je pense, qu'on est capable de faire quelque chose ensemble sur cet élément-là. Puis l'agriculture, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire, sécurité alimentaire, le volet alimentaire, mais c'est beaucoup plus que ça. On parle de la préservation, de la biodiversité. C'est des terres, c'est des producteurs agricoles, forestiers qui sont là. Donc, on est en contribution face à l'ensemble du gouvernement, mais l'ensemble au niveau du territoire agricole. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut avoir une notion. Je suis producteur agricole directement sur le terrain, je le vois, là. On me demande beaucoup de choses présentement, mais quand c'est moi seul qui assume cette facture-là,
je peux pas arriver là. C'est pour ça qu'il faut être capable d'avoir d'efficacité, tout ça, de la productivité, mais il faut avoir une agriculture qui va être viable et durable. Depuis, là, peut-être, ça fait 1 an, on a eu la première augmentation du nombre d'entreprises agricoles ici au Canada. Puis la plus haute augmentation, c'est ici au Québec. 461 nouvelles entreprises. Il faut la reculer des années 40 avant qu'on arrive avec ça. C'est qu'il y a un engouement qui est là par rapport à des jeunes. Et 46% de nos entreprises ont un chiffre d'affaires de 100 000 et moins. On parle de PME, de petites entreprises, on en a, mais c'est des fermes qui contribuent à des marchés de proximité, entre autres, qui amènent une vitalité au niveau économique et communautaire de nos régions, de nos ruralités. Ça que ça aussi, ça crée une richesse dans tout son ensemble. Et ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est justement des personnes qui auraient grandi sur des fermes, qui sont parties faire une carrière. Je pense au développeur du robot Samy. Il est parti faire une carrière en technologie, puis là, il la voit, la solution, et il revient dans ce secteur. Et c'est peut-être ça aussi, la vitalité du secteur. Et je rajouterais très rapidement, on a fait un sondage dernièrement, 40% de nos entreprises agricoles n'ont pas de relève présentement, n'ont pas de plan de relève. Ça c'est quand même inquiétant. Ça, c'est des éléments sur lesquels il faut travailler, c'est certain. Annie? Je pense que je vais frapper un peu sur le même clou que M. Caron, c'est-à-dire qu'on demande aux producteurs, la société en général, puis on en fait tous partie, les producteurs en étant aussi, là, d'avoir une agriculture plus durable, d'avoir des technologies qui vont capter le carbone, d'aller justement sur le marché du carbone, on leur demande beaucoup. Mais les entreprises agricoles, ça demeure des entreprises qui doivent être rentables. Donc, même si d'un point de vue agronomique, ces techniques-là sont favorables pour un développement durable, il reste qu'à la fin de la journée, si elles ne sont pas rentables, les agriculteurs, ils sont dans un système capitaliste comme toutes les autres entreprises. Donc, ça va être important de regarder, de mettre le focus sur cet élément-là. Et ils ont besoin de ces équipes pour les encadrer. Et probablement que le gouvernement a un rôle assez important à jouer à ce niveau-là. Et l'alimentation, ben c'est notre autonomie alimentaire, en fait. Donc, on doit s'y investir vraiment beaucoup. C'est certain que c'est un secteur très important, vous le dites tous, mais on va le voir aussi avec justement tout ce qui se passe avec la divulgation des GES, avec la divulgation d'empreintes carbone. On n'aura pas le choix. Donc, les agriculteurs, même tous les acteurs de l'économie et de ce secteur en particulier, vont subir cet incitatif à le transférer. Ils n'auront pas le choix. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va aller vers là. C'est un secteur important et dans la transformation, il va être vraiment là. Monsieur Leclerc? Oui. Ce qui me rend très optimiste, c'est que quand on parle avec les jeunes, puis avec les gradués d'université, tout l'aspect de technologie, puis l'aspect aussi environnemental, regional, l'agriculture régénérative, c'est des thèmes vraiment porteurs. Puis on se rend compte, nous, on a des programmes d'internship avec des universités européennes et nord-américaines, que c'est vraiment ce qui attire les jeunes vers l'agriculture, en fait. Donc, je suis assez optimiste à ce niveau-là. C'est que les tendances actuelles font en sorte qu'on va ramener des gens, je crois, en agriculture. Notre gros challenge va être de s'assurer que ces gens-là vont aussi prendre l'opération des fermes comme telle, parce que c'est un fait que les producteurs deviennent de plus en plus âgés et on a besoin de renouveau. Mais je pense qu'au niveau des étudiants comme tels à l'université, il y a vraiment un intérêt par rapport à l'environnement, par rapport à la technologie. Donc, c'est bon signe pour le futur. Il y a un point intéressant que M. Caron, que vous avez amené vous-même. On va même au-delà des GES. On va dans la durabilité, on parle de biodiversité. Donc, oui. On est au cœur, finalement, de l'agriculture régénérative. C'est beaucoup plus profond, finalement, et c'est des éléments qui vont nous amener à cette transformation. Oui. Henri-Paul? Il y a une urgence. Il n'y a pas de doute que l'agriculture et l'agroalimentaire vont être numérisés. La différence, c'est si ça va être fait par les acteurs ou par les fournisseurs d'équipements. Mm-hmm. Donc, l'agriculture de précision est bien en avance sur l'agriculture numérique. Parce qu'elle arrive, on veut le voir, tous les tracteurs, tous les équipements sont super numérisés, c'est comme votre auto, c'est bon. Ces données-là s'en vont à peu près n'importe où, sauf au service de la ferme et des politiques publiques du Canada et du Québec. Pourquoi il faut numériser nos entreprises de la ferme jusqu'à la distribution? C'est qu'il n'y aura pas d'autonomie alimentaire s'il n'y a pas d'autonomie de contrôle des données. Donc, la souveraineté numérique est un préalable à la souveraineté alimentaire. Deuxièmement, si on n'a pas la souveraineté numérique, on ne pourra pas éviter le greenwashing, qui est le point que vous parliez, donc les fausses données. On l'a déjà en finance. On a un gros problème en finance. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ben, il faut partir du bon pied. Troisièmement, bon, aussi, je suis optimiste. Pourquoi? Parce que
il y a un mouvement dans le monde agricole qui est fantastique. Il y a beaucoup d'innovation. Ça bouge énormément. C'est fabuleux. Et je pense que là, on a besoin d'ajuster les modèles d'affaires, les politiques publiques, mais c'est en train de se faire parce que on n'a jamais autant parlé, M. Caron. Vous êtes dans le bon poste au bon moment. C'est fantastique parce que vous allez vivre dans les prochaines années. C'est une révolution. Et moi, les fermiers que je vois, ils sont embarqués, ils sont positifs, ils sont là. C'est sûr qu'on a un problème de rentabilité, mais si on n'investit pas, on va disparaître. C'est un passage obligé à l'investissement en numérisation. On n'a pas le choix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aides gouvernementales. Il faut qu'il y ait le chercher. Voilà. Ben, merci beaucoup. C'est un bon mot de la fin. Merci à tous les quatre. Je pense qu'on voit bien les défis, les enjeux, mais il y a une volonté. C'est un secteur d'avenir. Il y a des enjeux. On va aller vers l'innovation et la durabilité. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été présents avec nous ce matin. Merci à nos 4 panélistes et suivez les activités de Cyrano. C'est l'année thématique. On est sur ce sujet-là pendant l'année qui s'en vient. Donc, on se retrouvera certainement. Merci beaucoup.